bienvenue à vous et aujourd'hui on va attaquer sur 3 sujets. Alors j'en ai marre d'oublier les sujets, j'ai oublié le sujet la semaine dernière et on va reprendre directement avec ce sujet-là. Donc c'est SpaceDeck. Donc c'est un outil de partage d'écran, donc vous allez en savoir plus tout à l'heure. Deuxième sujet, c'est un texte qui est passé au niveau européen, donc à la Commission. Donc sur le droit à la réparation, je vais vous en parler parce que c'est un droit qui est important et qui fait partie du développement durable et de l'économie circulaire. C'est donc un droit en fait beaucoup plus important qu'il en a l'air et c'est pas du tout anecdotique par rapport à la manière dont le monde évolue. Et puis le troisième sujet que j'essaierai de pas oublier, c'est Insight de Microsoft. Donc c'est l'outil qui fait parler de lui parce que il permet de calculer un indice de productivité des salariés. Et donc du coup ça fait discuter et je vais vous en parler parce que en fait vous l'avez tous depuis longtemps et il suffit juste de l'activer et c'est super pratique en tout cas pour soi. Donc premier sujet, SpaceDeck. Donc de plus en plus, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'espace de travail de Microsoft, moi, ça fait des années que je dis qu'il est pas adapté et que je cherche des options de bureau, parce que le bureau tel que Microsoft le produit finalement, c'est le même que Windows 1 en fait dans les années 90. Donc ça veut dire qu'on n'a pas bien avancé. Il y a eu des tentatives d'organiser le bureau différemment, c'est-à-dire d'organiser un bureau en 3D, d'organiser un bureau avec des objets. Un objet, c'est une chose qui a des caractéristiques que l'on peut faire évoluer. Donc en l'occurrence aujourd'hui sur le bureau, on peut mettre des fichiers. Mais le fichier, c'est pas vraiment un objet en fait, c'est un lien vers un document, vers quelque chose. Et donc avec BumpTop par exemple, qui est un outil sur lequel j'avais déjà écrit, on avait possibilité de rendre multidimensionnel en fait son bureau, d'accrocher des choses au mur, de manipuler différemment les fichiers, c'est-à-dire comme si c'était des dossiers en fait. Donc on peut les prendre et puis les poser, faire des tas, donc empiler. Enfin tout ça c'est des notions en fait qu'on n'a pas aujourd'hui puisqu'on a une notion arborescence, répertoire, c'est très vieux en fait ces notions informatiques là. Et donc changer de bureau. Alors ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est qu'en fait l'écran il est mal fait, c'est-à-dire aujourd'hui souvent vous avez du travail à faire sur 2 documents, sur 2 fichiers, etc. C'est compliqué de demander à Windows de l'afficher correctement, côte à côte, machin, faut ajuster soi-même. En fait il n'est pas intelligent le bureau, il propose rien, mais de toute façon ce qu'on voit c'est qu'on n'a pas cette place. Et donc pour avoir plus de place en fait il faut avoir plus d'écran. Et de plus en plus, moi dans mon entreprise tout le monde a 2 écrans. Donc un écran pour faire un truc, un écran pour faire un truc. Sauf que en fait un écran pour faire plusieurs trucs. Et éventuellement même on a en fait plus d'écrans. Alors je m'explique. Vous avez tous un téléphone, vous avez tous une tablette, vous avez tous un autre ordi. Et en fait il peut servir pour étendre l'écran. Et à partir de là en fait SpaceDeck prend toute sa dimension puisque vous l'installez sur vos autres devices. Il rentre en communication avec votre ordinateur central sur lequel vous travaillez et vous pouvez déléguer des morceaux de l'écran en fait à l'autre matériel. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que vous avez un PC avec un ou voire 2 écrans, vous avez un téléphone. Aujourd'hui les téléphones ils ont des écrans qui sont assez grands, sauf si vous achetez Apple, ils sont spécialisés petits écrans, mais si vous avez un vrai téléphone avec un grand écran, vous pouvez envoyer une fenêtre Windows sur l'écran, donc il va apparaître sur l'écran, ça va bouger, ça va être dynamique, c'est en temps réel, donc sur le téléphone, éventuellement sur une tablette que vous posez à côté, et éventuellement sur un autre PC qui serait installé à côté, ou sur l'écran d'un autre PC en fait, qui serait là et que vous n'êtes pas en train d'utiliser, ou d'un Mac, ou d'autres choses. Donc en fait c'est là où c'est super puissant parce qu'en fait c'est multiplateforme. Donc vous avez votre écran principal, vous pouvez mettre d'autres écrans autour pour avoir d'autres infos ponctuelles et vous pouvez travailler, vous libérez donc de l'espace en fait sur l'écran. Alors application, application dans le travail en fait, vous pouvez mettre votre téléphone à côté de vous toute la journée, dessus pardon vous faites afficher des choses, bon l'écran est plus petit mais des choses utiles sur l'écran plus petit, des cours de bourse, la météo, etc. Comme ça c'est pas sur l'écran principal. Mais moi je pense aussi jeux vidéo. Beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo et quant aux jeux vidéo, si on a un grand écran, c'était pour faire du plein écran. Si vous mettez en mode fenêtré, acheter un écran de la même taille que la fenêtre, c'est pas la peine de gaspiller de la place vide. Donc puisqu'un jeu ça doit toujours être en plein écran, ça c'est mon point de vue et c'est comme ça que je fais. Et donc ça veut dire que si vous voulez avoir à côté par exemple Discord, TeamSpeak ou des outils de chat ou des indicateurs qui sont liés à l'application mais que vous voulez pas avoir sur l'écran principal, vous pouvez mettre une tablette à côté. Donc je pense aux jeux de course, je pense aux FPS, je pense aux jeux en réseau. Vous pouvez avoir à côté tout le chat avec ce qui se passe
sans que ça soit superposé au jeu, donc vous êtes bien focus, vous pouvez jeter un œil quand vous avez envie, et donc ça, ce logiciel le permet. Donc c'est vraiment un gros plus, parce que c'est gratuit, parce que c'est simple à utiliser, et parce que vraiment vous avez de quoi étendre pour pas cher, parce que tous ces écrans vous les avez déjà, l'écran principal de l'ordi, donc c'est pour ça que je voulais parler de SpaceDeck. C'est un petit programme qui est super pratique. Deuxième sujet, donc on a dit le droit à la réparation. Donc aujourd'hui, en fait, si vous avez un matériel cassé électronique, hein, en fait, vous le faites jamais réparer quasiment parce que soit il faut aller au service après-vente de la marque si vous voulez pas perdre la garantie, si vous voulez pas qu'on vous dise que ils peuvent pas le réparer parce qu'ils n'ont pas les outils, parce que tout est propriétaire. Et donc, comme c'est souvent donc très cher, en fait, vous n'y allez pas et qu'est-ce que vous faites? Vous en achetez un autre et vous jetez le premier à la poubelle. Donc c'est un vrai problème en tant que tel. Deuxième problème, c'est que souvent, même si vous vous dites je vais mettre l'argent pour le faire réparer, de toute façon c'est pas possible parce que l'indice de réparabilité, si vous allez sur le site Fixit là, qui est un site qui donne des indices de réparabilité, il est tellement faible qu'en fait ouvrir le matériel c'est le casser. Hein, l'autre jour, exemple concret, hein, moi vous l'avez vu dans le site, j'ai un HP Elite, donc c'est un PC de tablette là, hein, donc G4. Il a planté après une mise à jour du BIOS. Donc il y a une mise à jour du BIOS qui a été proposée par l'ordinateur se met à jour, il n'a jamais redémarré. Donc je fais venir HP et HP a essayé de le démonter. Il faut savoir que pour démonter cette tablette, il faut mettre une ventouse côté écran, enlever 3 vis et il faut tirer pour décoller l'écran qui est collé sur le boîtier. Eh bien, le mec d'HP a cassé l'ordinateur en le faisant, ce qui démontre en fait qu'il est quasiment pas réparable puisqu'il voulait changer en fait le BIOS. Puisque c'est un bug HP qui est connu, que la mise à jour de leur propre BIOS plante les PC de leur propre marque, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réparation demande tellement une opération délicate qu'en fait, ils cassent le matériel en voulant le réparer, donc ils l'ont changé. Donc voilà un petit peu pour donner l'exemple de comment ça a été conçu. Ça a été conçu, il ne faut pas l'ouvrir, d'accord? Donc c'est dommage parce que un PC, ça peut évoluer, le disque dur, la mémoire, etc. Bah non. Décider qu'on l'achetait, si on voulait changer, il faut changer de PC. Donc la communauté européenne a dit non, on ne peut pas continuer comme ça si on veut faire du durable et du circulaire. Le circulaire, c'est-à-dire pouvoir revendre et réparer, donc, hein, parce que des fois, pour revendre, il faut réparer un petit peu le matériel. Et donc ils sont en train de préparer un texte, ils ont passé une première mouture qui va permettre de nous donner un droit, nous, Européens, à faire réparer son matériel où on veut, hein, sans perdre la garantie. Donc ça, pour les constructeurs, ça va être un coup dur parce qu'aujourd'hui ils en profitent pas mal, mais surtout ça va créer un nouveau marché de la réparation de la seconde main. On voit bien que la marque Back Market, hein, qui fait un tabac en revendant des téléphones, en revendant des matériels de seconde main, le seconde main devient UP, à la mode, classe, comme pour l'automobile, hein, où avant on vous disait on va pas me mettre une pièce d'occasion pour réparer ma voiture. Aujourd'hui, vous faites réparer de voiture, ils peuvent vous mettre des pièces d'occasion et ça permet de recycler des pièces qui sont en bon état, mais qui sont plus utilisables parce qu'une autre pièce de la voiture est pas elle en bon état et qu'il faut la phagocyter pour éventuellement réparer une autre. Donc c'est un événement très important ce qui se passe. Donc on en reparlera parce que aujourd'hui de plus en plus on doit travailler sur la sobriété numérique. Et le fait de ne pas avoir que du matériel neuf et de pouvoir recycler, eh bien ça c'est contributif et ça va s'étendre. Donc tous on va devenir consommateurs de produits de seconde main. Bien sûr, pour avoir de la seconde main, à un moment il faut avoir acheté une première fois, donc il faut avoir produit. Donc de toute façon ça change pas, mais comme Renault a annoncé cette semaine aussi qu'il allait dédier son usine de Flins à reconditionner des voitures, hein, ils ont bien compris le business, il y aura aussi Apple qui vendra des matériels d'occasion, ils le font déjà, hein, et autres constructeurs. Pourquoi? Parce qu'ils auront deux marchés, hein, le marché des gens qui pourront se payer du neuf qui sera toujours plus cher, et le marché des gens qui pourront se payer du reconditionné qui sera moins cher, mais la marge est forte parce qu'ils l'ont déjà vendu une première fois, donc il faut le revendre une deuxième fois. En fait, pour une marque finalement c'est un bon business et why not. Voilà pour ce point-là. Dernier point, donc c'est la productivité avec Insight. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Office 365, donc vous êtes espionné en permanence, hein, que vous l'activiez ou pas. De toute façon, Office c'est tout ce que vous faites, puisque justement il a mis en place ce moteur à l'intérieur d'Office. Ça s'appelle Insight. Vous pouvez l'activer, hein, vous tous, hein, on peut l'activer. Donc moi je l'ai activé depuis longtemps. Et en fait, de plus en plus, je vois des articles sur des gens qui doivent découvrir que ça existe et qui disent je suis fliqué par mon employeur.
et depuis le télétravail, du coup, comme ça doit pas travailler toujours bien, ils en parlent plus parce qu'ils se disent, zut, si pendant le télétravail, ils voient que pendant certaines heures de la journée, je suis jamais connecté, ils vont bien se douter que je dois faire autre chose puisque je suis censé être connecté tout le temps, parce que je vous rappelle que quand on travaille dans des métiers de service avec l'informatique, on ne fait que de l'ordinateur, donc forcément, il doit être tout le temps connecté. S'il ne l'est pas, c'est qu'on n'est pas derrière ces QFD. Donc le truc, c'est, moi je trouve ça super en fait pour moi. Je vais pas parler du débat, est-ce que ça sert à surveiller les gens, chacun fait comme il veut, mais toutes les semaines en fait, maintenant que je l'ai activé, j'ai un rapport. Je mettrai des illustrations là sur mon activité, et ça permet de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Ça permet de se rendre compte du nombre de réunions que j'ai suivies où en fait j'ai pas écouté parce qu'en fait j'ai fait autre chose pendant ce temps, du temps que je passe à travailler seul, du temps que je passe à travailler en groupe, avec qui je travaille le plus. Des fois c'est surprenant de voir que c'est pas nos collaborateurs les plus proches avec qui on passe le plus de temps. Est-ce que j'ai respecté les horaires de travail, les horaires de déjeuner? Est-ce que je peux demander justement à mon agenda de se réserver des plages pour que je puisse être tranquille? C'est vraiment presque de l'intelligence artificielle, d'ailleurs c'est présenté comme ça, et moi je trouve ça super, et je pense que ça va s'étendre pour pouvoir nous aider à nous organiser. Aujourd'hui, souvent, quand vous travaillez, vous subissez les réunions, etc. Et là, vous pourrez dire, attention, agenda, réserve-moi mes heures de déjeuner pour pas qu'on me dérange. Donc, parce que en l'occurrence, les gens, ils mettent pas de rendez-vous quand ils voient que vous en avez déjà. Hein. Donc, autant les poser. C'est ce que je dis tout le temps, c'est-à-dire poser les rendez-vous longtemps à l'avance. Comme ça, vous dites pas après, zut, j'ai plus de dispo pour faire ce que je veux, parce qu'en fait, c'est tous des rendez-vous que quelqu'un d'autre vous a mis. C'est pas vos propres actions. Et quand on a un job, en fait, on doit piloter ce qu'on fait. Donc, pour piloter, il faut s'organiser. Et donc, tout le temps, il faut être plusieurs semaines à l'avance. Sinon, vous inquiétez pas, les autres, ils vont vous en trouver du boulot, parce que pour vous faire venir et vous faire bosser, il y a plein de gens qui vont être volontaires. Donc Insight, c'est super. Donc on peut avoir des rapports hebdo, on peut le consulter à tout moment, et il y a plusieurs thématiques. Je mettrai des photos d'écran là de mon PC, donc sur justement vie privée, vie professionnelle, collaboration, etc. Et on voit les interactions qu'on a, et c'est super utile. Et il vous donne des indications sur ce que vous faites, sur ce que vous faites pas, ce que vous avez fait et que vous faites plus. Et donc ça permet de se dire, bah oui, tiens, j'ai pas fait ça, tiens, j'ai passé plus de temps là, comment ça se fait, est-ce que c'est normal ou pas? Moi je trouve ça génial. Je voulais en parler là parce que je pense que c'est pas assez connu, et tout de suite ça arrive dans l'information par le mauvais côté de la chose, c'est-à-dire l'employeur qui se fait faire une synthèse de tous ses employés et qui pourra leur dire t'as fait que 50 mails cette semaine, etc. Franchement, si le gars il en a parlé de là, changez de boîte, parce que c'est pas le nombre de mails qui fait que vous êtes bon ou pas. Je dirais même il y a des gens, je veux pas qu'ils fassent de mails en fait, hein. S'ils sont en train de faire des mails, c'est qu'ils sont pas chez les clients sur le terrain. Donc tout dépend de l'intelligence collective, de l'intelligence de l'entreprise et du rapport que les gens les uns avec les autres. Mais je pense pas que ce soit un vrai outil de pilotage de productivité, hein, puisque c'est pas fait pour ça. C'est un outil de pilotage de son activité, et ça par contre c'est très utile, parce que est-ce que tout le monde est capable de dire aujourd'hui combien j'ai passé d'heures en réunion, combien j'ai passé de temps à traiter des mails, combien j'ai passé de temps à travailler seul? Et ça c'est peut-être parfois le temps le plus important, et on voit que ce temps est très faible. Moi je crois que c'est 30% de mon temps de travail, et donc on peut dire que bon bah là, c'est-à-dire que tout le temps en fait je suis en train de soit de subir des interactions, soit des erreurs provoquées, et donc on peut y réfléchir pour savoir, c'est dire mais sur ces 30%, est-ce que je suis vraiment efficace par rapport à mon temps de travail, sur le fait que j'aurais dû moi mener des actions, et que du coup après je dis tout le temps je suis débordé ou pas. Donc voilà, ça c'est intéressant, et je pense que il faut creuser, en tout cas essayez-le, j'encourage moi à l'utiliser, ne serait-ce que pour mieux se connaître. C'est toujours intéressant de mesurer, puisqu'on ne fait évoluer que ce qu'on mesure. Hein. Si vous ne savez pas le temps que vous passez à faire certaines choses, vous ne pourrez jamais mener des actions de développement personnel pour les faire évoluer. Donc Insight, Microsoft, le bon côté, c'est pour évoluer soi-même, progresser. Le mauvais côté, c'est toujours l'espionnage, la surveillance. Chacun voit midi à sa porte. En tout cas, moi, je vois le bon côté, parce que pour être meilleur, il faut mesurer et progresser. Voilà, j'ai rien oublié cette semaine. Donc, je vous dis à bientôt, et puis je vous dis de faire attention et de sortir avec le masque et le gel. À plus tard.